Les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour la huitième année consécutive en 2022 pour atteindre un niveau record de 2240 milliards de dollars, indique le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CEPRI. La plus forte hausse des dépenses a été observée en Europe, plus 13%, dans le contexte de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine et des tensions grandissantes en Asie du Sud-Est, notamment Taïwan. Les dépenses militaires des États d'Europe centrale et occidentale se sont élevées à 345 milliards de dollars en 2022. En temps réel, les dépenses de ces États ont pour la première fois dépassé celles de 1989, soit quelques années avant le démantèlement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, et était supérieure de 30% à celle de 2013. Certaines des augmentations les plus fortes ont été observées en Finlande, en Lituanie, en Suède et en Pologne. Les dépenses militaires russes ont augmenté environ de 9,2% en 2022 pour atteindre environ 86,4 milliards de dollars. Cela équivaut à 4,1% du produit intérieur brut de la Russie en 2022 contre 3,7% du PIB en 2021. Les États-Unis restent de loin le plus gros dépensier militaire au monde. Les dépenses militaires américaines ont atteint 877 milliards de dollars en 2022, soit 39% des dépenses militaires mondiales totales et trois fois plus que le montant dépensé par la Chine, qui est le deuxième plus gros dépensier militaire au monde. La Chine a alloué près de 292 milliards de dollars en 2022, soit 4,2% de plus qu'en 2021 et 63% plus qu'en 2013. Les dépenses militaires du Japon, par exemple, ont augmenté de 5,9 en 2021 et 2022, atteignant 46 milliards de dollars, soit 1,1% du PIB. Il s'agit, rappelons-le, du niveau le plus élevé des dépenses militaires japonaises depuis 1960. En Afrique, à contrario, les dépenses militaires des pays africains ont totalisé 39,4 milliards de dollars en 2022, soit une diminution pour la première fois depuis 2018 avec 5,3% de moins qu'en 2021 et 6,6% de moins qu'en 2013. En 2022, les dépenses militaires des pays de l'Afrique du Nord étaient de 19,1 milliards de dollars, soit une diminution de 3,2 par rapport à 2021, mais plus de 11% par rapport à 2013. Les dépenses militaires de l'Algérie ont diminué de 3,7% à 9,1 milliards de dollars, tandis que celles du Maroc sont restées inchangées à 5 milliards de dollars. Enfin, les dépenses militaires combinées des pays d'Afrique subsaharienne ont été de 20,3 milliards de dollars en 2022. Il s'agit d'une diminution de 7,3% par rapport à 2021 et de 18% par rapport à 2013. Et la baisse des dépenses militaires en 2022 était principalement due à la baisse des dépenses des deux plus grands dépensiers de la sous-région, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud. Alors, comment expliquer l'explosion des dépenses militaires en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, d'un côté, et la baisse des dépenses en Afrique de l'autre? Quelles sont les causes de cette disparité en ces termes, en ces temps d'insécurité et d'incertitude dans le monde? Et l'Afrique sacrifie-t-elle sa sécurité pour faire face aux urgences sanitaires et alimentaires? Alors, pour parler de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir Mortar Saïd Mediouni, ex-colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense. Mortar Saïd Mediouni, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour, Monsieur Kamal, et merci pour l'invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, Monsieur Mediouni, l'augmentation continue des dépenses militaires mondiales ces dernières années est-elle un signe que nous vivons dans un monde de plus en plus instable, d'un côté, et les États, à votre avis, renforcent-ils leurs forces militaires en réponse à la détérioration de l'environnement sécuritaire dont ils ne prévoient pas, visiblement, une amélioration à court terme? D'abord, vous avez bien donné les chiffres exacts des dépenses militaires pour les années, les dernières années. Il faudrait
si l'Europe, on voit qu'il y a une augmentation des dépenses militaires pour l'Europe, d'abord le conflit actuel, cette guerre, elle est en Europe. Deuxième chose, c'est que les Européens, ils se sont rendus compte que finalement, ils ne pouvaient pas faire face à une guerre de grande intensité. L'opération spéciale russe a fait que beaucoup de pays se sont rendus compte que finalement, ils ne pouvaient pas faire face à la Russie. L'industrie militaire européenne, elle était franchement mise de côté pendant des années. Pour réactiver, on a vu que le problème de munitions qui se pose dans le front des opérations a fait que même les Européens, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de stock de munitions pour faire face à une guerre. Donc, pour réactiver les usines, les industries militaires, vous savez que conjugué à tout ça, on a un problème énergétique. Mhm. Le désaccord avec la Russie fait que l'Europe a été privée de l'énergie avec laquelle elle doit fonctionner, ces usines et cette industrie militaire. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est la course vers l'achat en état actuel parce que ça demande du temps pour réactiver les usines et pour fabriquer sa propre munition, son propre armement. Donc, aujourd'hui, c'est une aubaine pour les marchands d'armes, les Mhm. marchands de mort. Et à travers le monde entier aujourd'hui, je pense que l'industrie chinoise, elle est, parce que la Russie, avec l'effort de guerre, elle ne peut pas faire face à toutes les demandes ou toutes les commandes. Je parle des pays qui sont amis avec la Russie. Par Mhm. contre, il y a une relève qui a été prise par la Chine, qui est restée neutre dans ce conflit, une neutralité qu'on comprend sur le plan géopolitique, mais qui est très active aujourd'hui sur le plan diplomatique. On trouve la Chine dans tous les secteurs et dans tous les continents. Elle vient de régler des conflits qui dataient depuis de longues années. Je parlerai en géopolitique de la crise Arabie Saoudite-Iran, où la Chine a joué un rôle très important. On a voulu isoler la Russie pour ce conflit. Finalement, la Russie n'est pas aussi isolée. Quand on voit les décisions de l'OPEP, sur la production pétrolière, bah, ça a été une grande gifle pour l'Occident et à leur tête les États-Unis. Mhm. Donc, il y a un changement de géostratégie. Et qui dit changement, toute naissance, nouvelle naissance, ça se fait dans la douleur, c'est comme les accouchements. Donc, on est en train d'assister aujourd'hui à un nouveau monde, qu'on le veuille ou pas. C'est le monde qu'on a vécu jusqu'à présent depuis 1945 ne sera jamais le même. On est en train de vivre dans un monde multipolaire qui se dessine à l'horizon, mais voyez-vous que les gens qui avaient la même mise sur ce monde ne veulent pas se laisser faire. Donc, on voit qu'il y a une tension autour de Taïwan, on Mhm. voit qu'on crée un conflit en Afrique, regardez le conflit au Soudan. Donc, l'Europe qui est en guerre, et d'ailleurs, à titre de rappel pour l'histoire, la Première Guerre mondiale, ça a été en Europe, la deuxième, c'est en Europe, et cette crise aujourd'hui qui a bouleversé l'échiquier mondial, elle est en Europe. Donc, de ce fait, oui, l'impératif sécuritaire fait qu'aujourd'hui, les États fonctionnent ou essaient de gérer leur budget en fonction de la menace. Et la menace, elle existe aujourd'hui parce que quand on voit la visite de M. Xi Jinping, du moins l'appel téléphonique entre M. Xi Jinping et Volodymyr Zelensky pour l'initiative de dialogue ou de paix chinoise, on voit que Zelensky il était enthousiaste de cet appel téléphonique, mais le lendemain, on voit des pays européens qui étaient pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, Mhm. c'est une autre provocation parce que l'origine du conflit lui-même avec la Russie, c'est qu'il n'y ait pas d'adhésion à l'OTAN sur les frontières de sécurité de la Russie. Donc, si on continue à mettre de l'huile sur le feu pour ce conflit, en utilisant le peuple ukrainien, parce que finalement, c'est des guerres par procuration, Mhm. c'est les Ukrainiens qui payent la facture en vie humaine pour l'Occident aujourd'hui. Parce que Y la compris guerre, qu'on le matériel, veuille ou matériel pas, aussi et infrastructurel. et humaine parce que reconstruire l'Ukraine, ça va demander beaucoup de moyens financiers. Mhm. Quand il y a eu l'effort pour aider l'Ukraine, tout le monde a puisé dans son stock parce qu'il pensait que ce conflit allait durer quelques mois. Mhm. Donc,
il n'y avait pas de problème de donner ce qu'on avait en stock. Mais finalement, ce conflit s'éternise, les stocks se sont épuisés et l'Europe, elle est obligée de se réarmer. Voilà ce qui donne D'accord. cette augmentation pour l'Europe. Le conflit n'était pas en Afrique. Mhm. La répercussion de la crise ukrainienne sur l'Afrique, elle était d'ordre alimentaire. On connaît l'épisode du blocage des ports pour les céréales, le transport Mhm. des céréales. Et on disait On que l'Afrique reviendra était à menacée cet de famine. aspect-là dans la seconde question, enfin dans la deuxième question, mais restons d'abord dans la première question. Euh, en fait, ceux qui ont pensé la défense européenne et même, je dirais, à un certain niveau américain, parce que même les États-Unis, ils ont du mal à renouveler pas mal de stocks, parce qu'ils sont partis de l'idée que les conflits de haute intensité font partie du passé et qu'il n'y avait pas de possibilité pour qu'il y ait un déclenchement de conflits de haute intensité. Euh, Est-ce que parce que c'est une chose qui dure depuis des décennies, est-ce que on pourrait comprendre que d'abord, c'est une erreur stratégique énorme d'un côté, de l'autre côté, est-ce qu'on peut comprendre que les industries occidentales sont vraiment dans un état où elles ne pourront pas justement faire face à un conflit de haute intensité? D'abord, il y a une problématique en Europe aujourd'hui qu'il ne faudrait pas enlever du Mhm. paramètre de réarmement de l'Europe. C'est qu'il y a un problème pratiquement, c'est une crise mondiale, mais l'Europe, elle est touchée par les sanctions qu'elle a appliquées à la Russie. Ils se sont retournés contre l'Europe. Mhm. Donc, il y a une crise économique aussi. Mhm. L'endettement de l'Europe, il est terrible aujourd'hui. L'industrie allemande qu'on connaissait, elle n'est plus la même. On voit qu'il y a des mouvements sociaux dans tous les pays européens. On voit que même politiquement, c'est l'extrême droite qui profite aujourd'hui de cette Absolument. crise ukrainienne pour se replacer dans l'échiquier politique européen. Donc, conjuguer le manque d'argent, l'économie qui est à l'arrêt, parce qu'il y a le manque d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il ne peut pas y avoir d'industrialisation. Et en plus, il y a un paramètre qu'on oublie souvent, c'est que les équipements et les matériaux et les armes d'aujourd'hui, elles coûtent plus cher. Tout simplement, on utilise de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de recherches pour la mise au point des armements. On travaille d'abord sur les missiles tels que la Russie, des missiles hypersoniques. Donc, Mhm. tout ça revient plus cher parce que l'Europe, si elle va continuer à travailler sur la munition d'avant, elle ne peut pas faire face à la technologie de la Chine ou de la Russie. Donc, elle est obligée d'actionner ou d'activer ses centres de recherche pour arriver à rejoindre, parce que même par rapport aux États-Unis, la Russie a été vraiment très en avance par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis d'Amérique en question de matériel hypersonique. Mhm. Aujourd'hui, vous avez des missiles qui peuvent atteindre n'importe quel continent en quelques minutes. Mhm. D'accord? Et les vitesses avec lesquelles elles croisent font qu'elles sont pratiquement indestructibles jusqu'à l'arrivée sur la cible. Donc, pour travailler sur ce type d'armement, ça demande de l'argent. D'abord dans la recherche, dans la mise au point. Et c'est tout à fait normal qu'un produit pareil, aujourd'hui, il coûte plus cher sur le marché. Donc, c'est un peu ce qui fait qu'on voit que les budgets ont augmenté parce que la technologie n'est plus la même aussi. D'accord. OK. Voilà. Alors, passons à la seconde question. Comment, à votre avis, donc, par rapport à ce que vous venez de développer, expliquez-vous la grande disparité entre les dépenses militaires occidentales, notamment celles des États-Unis, de l'OTAN donc, et de l'Europe, d'un côté, et celles de la Chine et de la Russie, bien que la Russie mène déjà une opération spéciale en Ukraine? Oui, d'abord, pour parler un peu de parité, la Russie n'a jamais arrêté son industrie militaire. D'accord? Il faudrait Mhm. connaître la Russie. La Russie, l'industrie militaire a toujours fonctionné, a toujours fabriqué. Il n'y a pas eu d'interruption. Les sociétés européennes ont fait que, bon, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de conflit, on arrête l'industrie militaire et on va se consacrer à autre chose. D'accord? Et ça les a pas mis à l'abri d'une menace parce qu'elle est là aujourd'hui, cette menace.
Rattraper le retard de la Chine, de la Russie, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et vous Mhm. savez que on parlait là à l'instant de missiles hypersoniques. Donc, la guerre aujourd'hui est une question de temps, c'est en une fraction de seconde. Et l'Europe, aujourd'hui, le retard qu'elle a pris, elle n'a pas le temps de rattraper ces géants qui sont devenus aujourd'hui les maîtres des nouvelles technologies. Donc, justement, c'est à ça que je voulais en venir. En fait, l'essentiel dans la capacité militaire ou la puissance militaire, c'est pas l'argent en tant que tel, parce que les États-Unis ont dépensé 877 milliards, alors que la Russie, c'est 86 milliards. Mais le fait d'avoir choisi de développer un type d'armement qui dépasse en technologie, en sciences et en technologie, ce qui existe, fait que la Russie peut avoir une supériorité militaire. Oui, effectivement. Et puis, M. Kamel, il faudrait juste rappeler pour les amis auditeurs qu'aujourd'hui, quand on voit la Chine, là, il y a 15 jours de ça, et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle le fait. Elle a mis un satellite en perdition, elle tire à partir de la Terre sur ce satellite et elle le détruit dans Mhm. l'espace. On revient à la guerre des étoiles qui a été prônée par Ronald Reagan. Cette guerre des étoiles, qu'on pensait être juste une science-fiction, elle est là aujourd'hui. Parce que Mhm. demain, en cas de conflit majeur, la première chose qui va être détruite de part et d'autre, c'est les satellites C'est les qui satellites, fournissent ouais, les qui servent renseignements, qui à fournissent les télécommunications. Absolument. D'accord? Tout ça, ça coûte énormément cher. Regardez l'Iran pendant des années sous embargo. Elle a une industrie militaire. C'est D'accord? la quatrième Bah, parce puissance que de fabrication de missiles. la Turquie, qui en Europe n'était rien du tout sur le plan de l'industrie militaire. Aujourd'hui, elle dépasse les pays européens en matière de créativité et de technologie de pointe. La Turquie qui a mis à l'eau son premier Mhm. porte-avions de drone en plus. Aujourd'hui, on est rentré dans la phase de zéro perte. Pourquoi dans ce conflit, il nous a montré que l'intérêt du drone, il est plus important qu'une aviation. D'accord? Parce Mhm. que on travaille toujours sur le concept de zéro perte. Donc, j'envoie un drone, je n'ai pas envoyé un être humain. Comment voyez-vous, Monsieur Medioni, le retour des dépenses militaires en Europe et au Japon à des niveaux records, conjointement avec ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous pensez que cela augure-t-il d'une période de turbulence dans les relations Est-Ouest? Ou c'est juste, c'est-à-dire une politique de rattrapage par rapport au désinvestissement qui a été mené ou que ces pays ont connu durant les dernières années avant que ce conflit en Ukraine n'éclate. Non, je pense que c'est relative à la menace qui est réelle parce que ce conflit, justement, en Ukraine, il peut déraper à n'importe quel moment. D'abord, pour la Russie, défendre ses frontières de sécurité par rapport à l'OTAN est une question de survie. Mhm, C'est une question de vie pour les Russes. Ils ne peuvent pas abandonner ce principe de défendre leur territoire. Mais quand on voit l'acharnement de l'OTAN ces derniers temps, les provocations, parce que voilà, l'adhésion de la Suède, l'adhésion, ça peut déraper ce conflit. Et la Russie, d'ailleurs, M. Vladimir Poutine l'a souvent dit dans ses déclarations plusieurs fois, qu'il était prêt à utiliser tous les moyens dont dispose la Russie pour défendre son territoire. Donc, si on lit entre les lignes, ce genre de discours nous fait penser au pire, à l'utilisation de l'arme nucléaire, à utiliser des armes que la Russie n'a pas encore montrées à ce jour. mhm. Même si on pense connaître tout l'armement de la Russie, c'est faux. La Russie, on la connaît depuis toujours, elle n'a jamais changé. Si elle vous montre un armement et qu'elle fait la démonstration d'un armement, c'est qu'elle a d'autres qui sont derrière. OK? Dans ce concept-là, quand je vous parlez du Japon, qui était pratiquement un pays neutre après la Deuxième Guerre mondiale, qui a Absolument. travaillé sur les technologies, sur l'espace. Aujourd'hui, on le voit en train de se réarmer. C'est comme l'Allemagne aussi, que vous n'avez pas cité, qui a consacré un budget énorme à son Oui, armement. exactement. Donc voilà,
on transpose des conflits d'un continent à un autre. Aujourd'hui aussi, la région du Japon, je parle de la mer de Chine, elle est instable, avec toutes Mhm. les provocations sur Taïwan. Et la Chine, elle a clairement déclaré la dernière fois que la Taïwan était une ligne rouge et qu'elle fait partie de la Chine. Donc ça fait que cette région aussi, elle est sous la menace d'un même conflit que ce qui se passe actuellement en Europe. Je parlerai de l'Ukraine. Donc, c'est ça qui fait que les Européens, qui sont sous la menace d'une extension du conflit, et que le Japon, qui est concerné, alors d'abord, il y a la Corée du Nord à côté, il y a le conflit entre les deux Corées, il y a l'instabilité sur Taïwan. Donc, le Japon, il n'a pas d'autre choix que de se réarmer pour se défendre. Et cette Mais façon comment de faire, voyez-vous justement ce réarmement par rapport à sa relation qu'il a entretenue avec les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et par extension avec l'OTAN? Est-ce que le Japon euh, sent que les États-Unis ne pourront pas, par exemple, le défendre si jamais il y a un conflit de haute intensité qui se déclenche eh ben, en mer vous venez de aussi? répondre à votre question. S'il y a un conflit de grande intensité, l'Amérique doit défendre ses intérêts, son peuple, son territoire, parce que quand on dit extension des conflits, c'est que tous les territoires seront touchés. Donc, de là, elle peut défendre, assurer la sécurité du Japon ou de la Corée du Sud en temps de paix, en mettant des bases pour dissuader toute velléité de conflit avec ces pays. Mais s'il y a un conflit, les États-Unis ont besoin de tous leurs hommes et de tous leurs moyens pour leur défense, leur propre défense. Ce qui fait que ces pays ont compris que, voilà, ils étaient démunis, déshabillés face à la menace. Et c'est Mhm. pour cela qu'aujourd'hui, on voit certains pays qui étaient pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale des pays neutres qui ne voulaient plus de la guerre. Eh ben, aujourd'hui, ils ont augmenté leur budget militaire de défense. D'accord, c'est clair. Bien. Alors, la question suivante, Monsieur Mdiouni, euh, concerne donc, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les dépenses militaires de l'Afrique. Alors, ces dépenses militaires, quand on analyse un peu les chiffres, selon ce rapport du CEPRI, euh, les dépenses militaires de l'Afrique sont dérisoires comparées à celles des autres régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Asie du Sud-Est. Alors, que l'Afrique est en proie à des guerres, à des conflits interethniques, comme vous l'avez souligné déjà avec ce qui se passe actuellement au Soudan ou dans la région du Sahel et ainsi de suite, et des guerres civiles fratricides. Euh, alors, à votre avis, quelles sont les raisons aussi bien politiques, peut-être même économiques, financières et voire structurelles de cette faiblesse des dépenses militaires africaines? Bah, d'abord, pour mettre les choses dans leur contexte, on vient de sortir d'une pandémie mondiale qui était la COVID-19. Mhm. Et l'Afrique, vous savez très bien que les colonisations successives de l'Afrique ont fait que c'est le continent qui est resté en retard parce que ses richesses étaient spoliées, ses ressources humaines de qualité étaient spoliées aussi. On leur offrait encore plus ailleurs. D'accord. Conjugué à tout ça, il y a un phénomène dans lequel les analystes ne se penchent pas souvent, qui est la vraie menace actuellement dans le monde, c'est le réchauffement climatique, qui peut être la cause de pas mal de conflits. Absolument. Ce, ce réchauffement climatique touche et impacte l'Afrique beaucoup plus que d'autres régions du monde. On connaît le climat de l'Afrique. Donc, l'Afrique s'est retrouvée dans une équation. D'ailleurs, l'équation elle-même, elle est mathématique et elle est tellement difficile à résoudre, elle est pratiquement insolvable. C'est le défi qui est la sécurité et le développement. On dit qu'on ne peut pas avoir de développement sans sécurité et qu'on ne peut pas avoir de sécurité sans développement aussi. Absolument. D'accord. donc, donc, cet impératif pour les Africains au lendemain de la pandémie et la crise ukrainienne qui a aggravé encore les choses, se sont retrouvés sous la menace d'une crise alimentaire. D'ailleurs, aujourd'hui, à titre d'exemple, juste avant le conflit du Soudan, il y avait 15 millions de personnes qui étaient menacées de faim. La Somalie, aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont menacées de faim. C'est ça le vrai combat de l'Afrique. C'est
ne pas mourir de faim. Les conflits, l'Afrique s'est habituée aux conflits. Mais mourir de faim aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est de régler les problèmes de l'agriculture pour donner une possibilité au peuple africain de subvenir d'abord à leurs besoins en matière de nourriture, en matière d'eau qui fait défaut en Afrique. Et parce que le problème jusqu'à présent, ce qu'a fait l'ancien colonisateur qui est la France, c'était de ne jamais permettre une connexion interafricaine. Parce que quand je parle de l'eau, vous avez en Afrique le lac Victoria, qui est la Il y a deuxième le lac réserve Tchad d'eau au aussi. monde après l'Amazonie. D'accord? Ça, c'est, on parle s'il y avait une connexion interafricaine, une vraie solidarité, il n'y aurait pas eu de problème d'eau pour les autres pays africains qui ne disposent pas. Mais malheureusement, diviser l'Afrique, c'était ça, ne pas leur permettre de comprendre la menace et de lutter ensemble contre la menace. Aussi, la France, à titre d'exemple, n'a jamais permis au pays qu'elle a occupé de se réarmer, ni de s'armer. Est-ce que la France a vendu de l'armement au Mali? Le Mali, quand elle est venue en 2013 pour soi-disant lutter contre le terrorisme, elle a interdit à l'armée malienne de se retrouver au nord du Mali, là où il y avait des groupes terroristes, comme elle interdisait aussi au Burkina Faso. D'ailleurs, à titre d'exemple, quand on accuse Wagner en Afrique, Wagner, il n'a pas fait de coup d'État. Par contre, Bob Denard, le Français qui était à la tête de mercenaires, combien de coups d'État il a réalisé en Afrique? Donc, aujourd'hui, je pense que le défi le plus important pour l'Afrique, c'est ne pas mourir de faim et de régler le problème de l'agriculture, des besoins les plus nécessaires. La Mais on santé, voit les qu'il y a infrastructures. les infrastructures de base, mais on voit qu'aujourd'hui, allez, à titre d'exemple, c'est pas parce que je suis algérien que je le dis, l'Algérie, elle a fait plus d'efforts que les autres pays. Par exemple, la route transsaharienne qui va aller jusqu'au Nigeria, le gazoduc qui va relier le Nigeria en passant par le Niger et l'Algérie pour relier l'Europe, le projet de chemin de fer du président Abdelmadjid Tebboune qui va rejoindre l'Afrique. D'accord? Ça, c'est des projets structurants qui vont créer une économie et qui vont créer de la richesse. D'accord? Donc, sur ce plan-là, par exemple, pour lutter contre le terrorisme, je ne ramène pas mes soldats et je m'installe en essayant de spolier et de piller les richesses d'un pays. Abdelmadjid Tebboune et l'Algérie, comme vous le savez actuellement, c'est elle qui assure la présidence de la coordination pour la lutte antiterroriste dans l'Union africaine. Donc, notre approche et notre expertise dans la lutte antiterroriste, c'est qu'il ne peut pas y avoir uniquement la lutte armée, militaire pour combattre le terrorisme. Il faudrait développer les régions économiquement pour tarir les sources de recrutement de ces groupes de djihadistes. Ça d'un côté. Et pour le faire, M. Abdelmadjid Tebboune, cette fois-ci, il a mis en place en Afrique une agence qui s'occupe du développement africain avec 1 milliard de dollars. En cette période de crise, l'Algérie a donné 1 milliard de dollars pour aider certains projets en Afrique à démarrer sur le plan économique. Ça, c'est une façon de participer à la lutte antiterroriste. Mais on voit, par exemple, que le Mali, et à sa tête le colonel Assimi Goïta, il a pris les choses en main. D'abord, il a acheté de l'armement de la Russie. Là, je vois qu'hier, il a reçu aussi de l'armement de la Chine. Le Mali qui s'équipe de drones, et heureusement, les Africains, on a compris depuis longtemps, mais malheureusement, le drone était inaccessible. On ne voulait pas le vendre aux pays arabes, aux Africains, parce que d'abord, il revient moins cher dans son utilisation, l'exploitation. Deuxièmement, avec son autonomie, il vous donne une permanence de reconnaissance au ciel pour surveiller tous ces mouvements de groupes terroristes. Tertio, il peut, un drone armé, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'hommes, c'est lui qui voit et c'est lui qui tire. Donc le temps, c'est de l'argent et c'est plus que de l'argent. Et le temps, c'est gagner la guerre justement avec le temps. Donc aujourd'hui, le Mali, avec son accès il a acheté des drones turcs, et la Turquie, elle est connue pour ses drones, il a réglé pratiquement 60% du problème de la reconnaissance et du traitement des groupes terroristes. Ce qu'il est en train de faire aussi le Burkina Faso.
C'est clair. Donc, il y a une prise de conscience, mais il y a une priorité. La priorité après le Covid, c'était de lutter contre la faim en Afrique et de régler les problèmes d'environnement au vu de la menace du réchauffement. L'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont les trois premières puissances militaires en Afrique. L'Algérie est un important partenaire de la Russie dans ce domaine, rejointe ces dernières années par l'Égypte, qui a importé beaucoup d'armements russes, et probablement dans le futur par l'Afrique du Sud. Mais néanmoins, ces trois pays ne peuvent pas continuer éternellement à compter sur les importations. Alors ma question, pensez-vous qu'une industrie militaire africaine dont ces trois pays pourraient être le moteur est possible? Et dans quel type d'armement et de technologie pourrait-il lancer un embryon de coopération intégrée et synergique? D'abord, pour ce qui est de... Il faudrait apprendre les leçons de ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, un pays qui n'a pas une industrie militaire ne peut pas continuer, ne peut pas résister en faisant une guerre. À titre d'exemple, aujourd'hui, le fait de puiser les stocks de munitions, vous ne pouvez pas continuer la guerre. Et on a vu pas mal de batailles perdues dans ce conflit en Ukraine parce que les Ukrainiens ne disposaient pas de la munition. Mais pas Ça uniquement, tardait à venir. je pense que c'est pas uniquement les munitions, mais même le matériel. Quand vous perdez un char, Oui, par exemple, ou vous perdez de l'artillerie s'il n'est pas remplacé, c'est terminé. il n'y a pas que ça. Il y a La pas que guerre, elle ça. Il y a le s'arrête. temps. Il y a le temps parce que vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ce n'est pas une question d'argent. Vous pouvez ramener n'importe quel armement, même s'il coûte cher, si vous n'avez pas la ressource humaine pour le maîtriser, vous ne pouvez rien faire avec. Et justement, l'équipement occidental qui a été fourni aux Ukrainiens, ça leur demandait du temps pour le maîtriser, pour l'utiliser d'une façon opérationnelle. Donc, je ferme la parenthèse. L'Algérie, ça fait longtemps qu'elle a compris, d'ailleurs, même l'Afrique du Sud, elle a une industrie militaire, comme l'Égypte, elle a une industrie militaire, et l'Algérie, elle dispose d'une industrie militaire. L'Algérie, elle a compris depuis très longtemps, d'ailleurs, je rappelle juste à l'humanité que ce qu'on a vécu comme terrorisme était pire que l'État islamique. Et à cette époque-là, on était tout seul contre le terrorisme alors qu'on était sous embargo par tous les Occidentaux. S'il n'y avait pas eu les attentats du World Trade Center, personne n'aurait reconnu le terrorisme comme une menace à la paix et à la stabilité mondiale. Mhm. Nous avons vécu ces moments tout seuls, tout simplement parce qu'on avait compris à cette époque-là qu'il fallait fabriquer nos munitions, fabriquer notre armement pour faire face à la menace. Ce qui fait que l'Algérie, elle a compris depuis très longtemps, à cause de notre expérience dans la lutte antiterroriste, qu'il fallait qu'on fabrique notre propre munition et notre propre armement. Tout simplement, on ne voulait pas être sous la merci du bien vouloir de l'Occident, qui nous a mis sous embargo pendant la décennie noire. Mhm. D'accord. Donc, on est allé encore plus loin aujourd'hui dans l'industrie militaire parce qu'on a une ressource humaine qui est extraordinaire et l'armée nationale populaire, elle a fait de sa priorité la formation des hommes d'abord. C'est qu'il faudrait avoir des hommes pour maîtriser les technologies. Sinon, si vous avez de l'argent et vous n'avez pas d'hommes, vous n'avez rien du tout. Donc, l'Algérie ne voudrait pas être en retard par rapport aux puissances. Si vous avez des missiles hypersoniques aujourd'hui et vous me vendez, moi, des obus de canon, je pourrais faire quoi avec ces obus de canon? Donc, si en Afrique, il y a des pays qui sont leaders, ils ont compris aussi qu'il fallait aller vers l'intelligence artificielle. L'Algérie a aujourd'hui ses écoles d'intelligence artificielle. Il fallait aller vers la fabrication des drones et des drones armés. Il fallait aller vers la fabrication des grandes munitions. Quand je parle de munitions, vous avez des chasseurs, vous avez des corvettes ou des bateaux de guerre, et les missiles, vous les importez d'ailleurs. Donc, ça ne sert à rien si demain vous êtes sous embargo. Donc, il faudrait les fabriquer sur place Mhm. pour ne pas dépendre d'un embargo ou d'un ennemi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que l'Algérie elle est sur la bonne voie. D'abord, parce qu'on a fait la priorité d'abord de former les hommes, d'avoir une bonne ressource humaine capable de relever les défis technologiques de demain et créer l'embryon industriel pour
se mettre en place dans le continent africain. Demain, l'Afrique, elle a besoin de drones. L'Algérie, elle est plus proche de l'Afrique qu'un autre pays européen, par Mhm. exemple. Donc, non seulement ça vous donne une autonomie et une souveraineté dans votre gestion, parce que quand vous ne dépendez de personne, vous êtes souverain dans vos décisions politiques. Ça, c'est très important. C'est ça qui fait de vous une force régionale. Mais vous pouvez aussi, par une industrie de qualité, aider l'Afrique à ne pas dépendre justement du bien vouloir ou du bon vouloir des anciens colons ou des anciennes puissances qui les ont colonisés. D'accord. Et donc, une possibilité pourrait justement émerger dans ce contexte où si les pays africains, notamment ces terroirs leaders, voient qu'une coopération est nécessaire pour avoir un poids dans le monde de demain, on pourrait espérer qu'une industrie dans un cadre de coopération a toutes ses chances de voir le jour. Bien sûr, et l'Algérie elle a déjà une industrie en coopération avec d'autres pays. Et d'ailleurs, on fabrique, même on va rentrer bientôt dans la production des hélicoptères qu'on utilise actuellement en Algérie, on va les fabriquer ici. Et ça va être aussi pour l'exportation, pas uniquement pour la consommation, parce que vous ne mettez pas une industrie pour consommer. Une industrie, Mhm. elle est faite aussi pour exporter. Et Mhm. vous exportez quand vous avez des moyens de qualité qui font leur preuve sur le terrain. L'Algérie, l'armée nationale populaire, elle participe pratiquement à toutes les foires internationales à Alger où elle expose les matériaux et les matériels qu'elle fabrique. D'accord? Je parle des matériels militaires. Mhm. Et il y a aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une industrie en Algérie, une industrie militaire de qualité, et l'Algérie, même l'armée, elle participe à l'économie nationale. Vous savez que tous les véhicules qui sont utilisés par les différentes administrations en Algérie sont fabriqués par l'armée nationale populaire, qui a sauvé l'industrie automobile, l'industrie de véhicules lourds qui était à l'abandon. C'est l'armée qui a repris pour essayer justement de sauver ces industries, sauver les emplois et en même temps participer à l'effort économique du pays. Donc, je D'accord. pense qu'avec l'Afrique du Sud, il y a d'autres pays, vous savez. Moi, j'ai vu que le Kenya, dernièrement, il a mis au point son satellite pour le lancement de son satellite. Donc, l'Afrique, elle change. Ce n'est plus l'Afrique d'avant. L'Afrique, elle a aujourd'hui une ressource humaine. L'Internet qui a révolutionné le monde, il a ses effets négatifs, mais il a ses effets positifs. La jeunesse africaine, elle est consciente, elle sait ce qui se passe dans le monde entier et elle est capable de trouver des solutions pour ses propres pays en utilisant les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. L'Afrique du Sud, bien qu'elle a subi un recul ces dernières années, dispose encore d'une grande base industrielle militaire qui pourrait servir de plateforme de décollage à cette coopération. Donc, si l'on ajoute donc, les capacités industrielles de l'Algérie, de l'Égypte, dans le cadre d'une coopération renforcée avec la Chine probablement, ou la Russie aussi, même l'Inde, l'Iran et probablement aussi la Turquie, elle pourrait servir de locomotive d'un développement militaire, mais aussi civil. Alors, qu'en pensez-vous? Vous avez déjà cité l'industrie des drones militaires, pourquoi pas les civils aussi. N'est-elle pas un excellent exemple de cette possible coopération renforcée et fructueuse? Et peut-on, par exemple, dans ce cas d'application de technologies militaires aux besoins civils, imaginer, par exemple, des drones de lutte contre les incendies de forêt et des drones médicaux qui peuvent servir à amener des médicaments dans des régions isolées, montagneuses, notamment durant ce genre de catastrophes qui sont euh, les incendies de forêt ou même les séismes. Bon, d'abord, je ne sais pas si vous le savez, il y a déjà un institut supérieur de fabrication de drones, d'industrie des drones, qui est à Alger, pour l'application civile, Mhm. et qui est rentré en production. D'abord, développement et production. Donc, ça fait des années, parce que si on arrive à la production, c'est qu'il y a eu des études, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, il est opérationnel pour apporter des solutions
à des applications civiles. Vous avez cité la reconnaissance aérienne, la lutte anti-incendie, euh, la levée d'isolement de population, la recherche de personnes dans le désert qui se perdent. On a besoin d'un véhicule aérien qui a une grande autonomie parce que les temps de recherche, vous savez que dans le désert, vous avez le temps qui est contre vous. Une personne qui est perdue, si on ne la Absolument. retrouve pas rapidement, elle est perdue. Donc, c'est pour cela que cette industrie est liée déjà actuellement en Algérie. Maintenant, la coopération avec les autres pays. Le problème des autres pays, je ne parle pas des pays africains, Ouais. parce qu'il faudrait aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait d'abord réactiver l'Union africaine pour qu'elle joue son Absolument. rôle. Parce que c'est-à-dire mon opinion, mon point de vue, c'est que il y a certains programmes que, par exemple, des pays qui peuvent mener à eux seuls, mais il y a certains programmes qui demandent beaucoup d'efforts, que ce soit en termes humains, financiers et matériels, qu'il serait plus judicieux de le faire ensemble. Je parle des pays africains. Et après, Oui, 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 non, non, ils mais c'est peuvent très, très toujours important que les. négocier des coopérations avec d'autres pays plus avancés. Ben, c'est pour cela que j'ai parlé de l'Union africaine. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait une solidarité africaine. Ces pays qui sont leaders, l'Algérie, l'Égypte, vous avez cité l'Afrique du Sud, il y a le Rwanda, il y a d'autres pays qui émergent en Afrique. Il faudrait Mhm, aussi qu'il y ait cette solidarité interafricaine. Parce mhm. que jusqu'à présent, l'ancien colonisateur a toujours divisé l'Afrique. Aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique, face aux défis de demain, se resserre les rangs. C'est ça le plus important. Si on ne pense pas aux voisins s'il a faim ou il n'a pas faim, on n'a rien fait pour développer l'Afrique. Donc, ce n'est pas uniquement l'industrie interafricaine, mais cette solidarité qui doit primer dans les relations interafricaines. Pour ce qui est de l'Occident maintenant, on peut vous vendre de l'armement dont ils n'ont pas besoin, mais ils ne D'accord. vous donneront jamais la technologie pour le fabriquer. Donc, vous devenez un simple consommateur. L'Algérie, elle a tout le temps refusé cette façon de faire des commerces ou des accords militaires sur cette base-là. On a toujours prôné le transfert technologique. On ne peut pas rester tributaire pour une réparation, pour une pièce de ce fournisseur qui demain n'est pas d'accord avec votre principe politique. Donc, si on ne fait pas de transfert technologique, on ne peut pas être une armée capable de faire face aux défis. Et c'est pour cela que dans tous nos contrats, il y a le transfert qui est très important. On a des accords avec, par exemple, même dans le civil, avec les Italiens, avec lesquels on a aujourd'hui d'excellentes relations diplomatiques et économiques. L'Italie qui devient un hub énergétique dans cette crise ukrainienne grâce à l'Algérie, ben, on a la fabrication navale avec les Italiens. L'hélicoptère qui va être fabriqué ici, et c'était bien avant, il y a 3 ans, 4 ans qu'on a pensé à ça, il est de fabrication italienne. Il était anglais, italien, maintenant il est devenu italien. OK? Donc, D'accord. avec les pays qui sont sincères dans leurs relations, oui, on peut aller vers cette coopération, ce transfert technologique, ce complément. Peut-être que l'Algérie peut donner, d'ailleurs, c'est ce qu'ils oublient, les Européens, les grands chercheurs qui sont dans les centres de recherche au niveau de la NASA, au niveau des grands instituts. Ils sont algériens, ils sont maliens, ils sont du Burkina Faso, ils sont l'Afrique à la CECAD, qui sont en train de faire le bonheur des plus grands laboratoires de recherche dans le monde. Et C'est c'est pour vrai. cela que les pays africains doivent travailler dans ce sens pour essayer de récupérer cette matière grise pour laquelle ils ont beaucoup dépensé dans leur pays et qui malheureusement se retrouve entre les mains des autres. Donc ça aussi, il est important. L'Afrique, elle est capable d'avoir sa propre industrie à Absolument. condition qu'on laisse l'Afrique tranquille. Vous avez cité la Russie, la Chine, on pourrait aussi rajouter l'Inde et l'Iran, ont affiché à maintes reprises leur disposition à coopérer dans le domaine spatial avec les pays africains. Dont certains, comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, pour ne citer que cela, disposent déjà de programmes spatiaux de construction de satellites à des fins civiles. Alors, comment voyez-vous la place du domaine spatial, aussi bien militaire que civil, dans le développement de l'Afrique, tiré
si possible, par les pays qui disposent déjà d'un potentiel prêt à être exploité. Oui, le satellite, vous savez, l'Algérie, ça fait déjà plus de 20 ans qu'elle a une industrie spatiale, une activité spatiale. On a nos satellites qui ont été lancés. Ça a été lancé par la Russie, d'accord. euh, L'outil spatial, il est très important pour d'abord, quand je vais parler de la menace climatique, le réchauffement, on a besoin d'un outil spatial pour une étude profonde des impacts sur l'environnement afin d'apporter les solutions à temps voulu pour éviter les grandes catastrophes, par exemple. L'industrie spatiale avec l'Inde, avec tous ces pays aujourd'hui, ils sont très performants. Il y a même l'Iran qui a son industrie spatiale, qu'on le veuille ou pas, malgré Oui, l'embargo. Hein. Vous savez, il y a la Corée du Nord aussi qui a une industrie spatiale. Le problème aujourd'hui, c'est, comme je l'ai toujours dit, prioriser en Afrique la ressource humaine, la formation de l'homme, revoir l'école africaine, intéresser les jeunes Africains. Parce que à quoi ça sert d'avoir un outil qu'on ne peut pas exploiter? Le problème, c'est de préparer la jeunesse africaine à prendre la relève et donner à l'Afrique cette capacité qu'elle a déjà, parce que quand on voit ce qu'ils peuvent faire les Africains ailleurs, ils sont capables de faire beaucoup de choses chez eux aussi. Donc, c'est ce problème-là qu'il faudrait régler avant de passer au spatial. Mais on ne peut mais pas donc, vivre je sans suis tout spatial. à fait d'accord avec vous, mais est-ce que, si vous permettez, je pourrais rajouter aussi qu'il faut aussi travailler sur le côté culturel. Il faut que la sphère culturelle sociale soit beaucoup plus attachée à ce genre de questions, beaucoup plus le développement de la connaissance, du savoir, pour donner justement l'envie à la jeunesse de s'approprier ces domaines qui sont de très haute technologie et qui nécessitent une formation pointue. Ouais, allez, à titre d'exemple, vous me tendez la perche quand vous me parlez du domaine culturel. Quand je me rappelle de Bob Marley, quand vous dites aujourd'hui la Jamaïque, on vous dit, ah, le reggae. Mais on oublie que l'origine du reggae, il est en Éthiopie. D'accord? Mhm. C'est la mère patrie du reggae. C'est un patrimoine immatériel qui a été spolié. Alors, si on parle de toute l'histoire de l'Afrique, l'esclavage a anéanti ce continent. Mais aujourd'hui, je vois des femmes africaines qui sont à la tête de grandes entreprises dans tous les pays africains. Donc, pourquoi je garde espoir? Il y a une autre jeunesse, il y a un réveil africain, il y a cet amour pour l'Afrique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être faites en Afrique par les Africains eux-mêmes. Je l'ai dit et je le redis, qu'on laisse l'Afrique tranquille. Qu'on Mhm. laisse l'Afrique tranquille et qu'il n'y ait plus de discours paternalistes. Elle est assez grande, cette Afrique, pour se prendre en charge. Vous avez parlé du problème sociétal. C'est vrai qu'un programme de formation, une utilisation d'un système, elle est tributaire aussi de la connaissance sociologique dans laquelle elle pourra être exploitée. Donc, respecter les sociétés dans leur culture, dans leurs traditions et intégrer les nouvelles technologies en fonction de ces donnes-là. C'est comme ça que vous allez réussir à développer des sociétés sans toucher, sans détruire leurs traditions, leurs choses les plus importantes. Donc, je passerai à la question suivante. Donc, le domaine dans lequel j'aimerais bien avoir votre avis, que vous avez déjà effleuré tout à l'heure, c'est celui de l'intelligence artificielle et de la numérisation. Euh, et je rajouterai dans le domaine civil, aussi bien dans le domaine civil que sécuritaire en Afrique. Alors, pouvez-vous nous en Ben, dire un peu plus et comment voyez-vous les possibilités de développement de ces deux secteurs clés pour le futur des pays africains? justement, si on parle d'intelligence artificielle et de numérisation, il faudrait changer les mentalités. Vous savez que l'Afrique, elle a été de tout temps euh, très gangrénée par la corruption. Et Absolument. quand vous me parlez de numérisation, vous me dites transparence. Est-ce que ça rentre dans l'esprit de ceux qui sont
employé pendant des décennies à voler l'Afrique et à voler ses richesses. Ce n'est pas que l'Afrique a des difficultés de se numériser, mais elle doit se prendre en charge de façon à éliminer ceux qui bloquent la numérisation. Parce que la numérisation, vous savez, un jeune Africain, aujourd'hui, quand vous voyez des Africains, comment ils maîtrisent l'outil informatique, comment ils travaillent sur les programmes, la mise au point de concepts, ils sont extraordinaires. Donc, ce n'est pas un problème de ressources humaines pour numériser ni pour technologie. Mais c'est une question de mentalité. Est-ce que les gens sont prêts à accepter qu'il n'y ait plus de corruption, que tout soit transparent? C'est très important pour l'Afrique et c'est un chantier sur lequel notre président, M. Abdelmajid Tebboune, a insisté. D'ailleurs, il était en colère la dernière fois sur le retard qu'a pris la numérisation. Et je pense que les chantiers se sont accélérés ces derniers mois. Et finalement, il a donné des délais, un délai de 6 mois pour arriver à cette numérisation. Parce qu'on ne peut pas travailler sur une économie, sur une industrie, régler les problèmes de société si on reste dans le flou, le brouillard et l'ami intime des corrompus et des corrupteurs. Donc, si on veut une Algérie nouvelle, c'est pour lutter contre ces gens-là. Et cette numérisation est l'arme fatale contre les gens qui ne sont pas honnêtes avec leur pays. Maintenant, pour l'intelligence artificielle, vous savez que même Elon Musk, la dernière fois, avec d'autres chercheurs, ils ont dit on fait une pause pour l'intelligence artificielle parce qu'elle devient dangereuse. D'ailleurs, on voit actuellement sur l'application qui a été interdite dans pas mal de pays européens, sur le chat. Et justement, pourquoi? Parce que des expériences ont montré que si l'intelligence artificielle qu'on utilise dans des secteurs sensibles, très dangereux, peut prendre la main, ça a été le scénario de film catastrophe, sur l'être humain, elle devient mortelle. Donc, il faudrait savoir canaliser cette intelligence artificielle pour qu'elle soit toujours au service de l'homme et ne pas se servir de l'homme. Parce qu'il y a un danger qu'elle se serve de l'homme et ça peut déraper d'une façon très dangereuse. D'accord, mais est-ce qu'il y a justement des programmes concrets de développement de cette intelligence artificielle dans les pays africains ou en Algérie, le pays d'où vous êtes originaire? Et quels sont, par exemple, les domaines civils ou même militaires où, où il est envisagé de l'utiliser? Ben, dans pas mal de domaines, dans la santé par exemple, vous savez qu'aujourd'hui on peut opérer à distance grâce à l'intelligence artificielle. Si vous avez, Mhm. l'Algérie c'est un grand continent, ce n'est plus un pays, c'est un continent. C'est le plus grand pays d'Afrique et par sa surface, elle est très vaste. Mais je parlerai de l'Algérie. L'arrivée du président de la République, Majid Tebboune, dans son programme, dans les 54 points, c'était de donner justement une importance à la formation de l'homme. Et il a compris depuis longtemps que cette formation, elle inclut les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, en Algérie, on a des écoles supérieures de mathématiques, qui sont la base de toute recherche. On a des écoles supérieures d'intelligence artificielle. Et dans pas mal de concours internationaux au niveau mondial, des petits jeunes Algériens ont eu le premier prix en intelligence artificielle pour vous dire que la matière, elle est là, elle existe. Elle est à l'état brut, mais elle a aujourd'hui les moyens de s'exprimer. On a parlé de cette guerre d'Ukraine. L'apport du drone a été le socle du combat ou le socle de la bataille. Bah, dans les mois qui ont suivi cette offensive ou cette opération spéciale russe, le président a fait un décret portant création d'un institut supérieur de fabrication de drones. Pour vous dire que tous les aspects de technologie moderne sont actuellement étudiés et on leur consacre un budget important et on leur consacre les moyens nécessaires d'épanouissement. Je pense que c'est le même cas pour le Rwanda, c'est le même cas pour le Kenya, vous savez, le Kenya hier, c'était rien du tout. Aujourd'hui, c'est un pays qui avance vraiment bien. L'Afrique du Sud, l'Égypte, d'accord. On attend la Libye dans le concert des nations, espérant que cette
cette fois-ci, la Libye va trouver le chemin de la paix avec des élections présidentielles pour ne pas perdre la Libye dans le concert des nations. C'est un pays sur lequel nous comptons énormément. On a besoin d'un pays fort en Afrique parce que, qu'on le veuille ou pas, il y avait le président, défunt président Kadhafi, il n'y avait pas les groupes terroristes dans le Sahel. C'est en tuant Kadhafi qu'on a détruit le Sahel et qu'on a donné. D'ailleurs, à titre d'exemple, je n'ai pas voulu revenir, mais on est sur les médias et c'est très important. Quand une chaîne française telle que France 24, qui prend la démocratie, la lutte antiterroriste, elle ramène le chef de l'ACMI, un terroriste notoire, et elle lui Ouais. donne la possibilité de s'exprimer sur un média lourd. D'accord. 2 jours après, il y a eu libération contre rançon d'otages français. Est-ce que c'est ça la façon de lutter contre le terrorisme? Comment peut-on donner à un criminel un média lourd pour menacer d'autres pays? Et on se dit, tiens, non, c'est la liberté de la presse. Il n'y a jamais eu de liberté de la presse en Occident. Preuve en est votre interdiction, vous, en Europe, Arte, Russia Today, d'accord? Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec les Russes, on ne peut pas être d'accord avec les Russes, comme on ne peut pas être d'accord avec les Allemands, mais donner au moins la possibilité au peuple de comprendre des uns et des autres. Ne Absolument. fournissez pas uniquement une seule voix. Ça, c'est d'abord, je vois des chaînes à longueur de journée européennes qui vous parlent de la catastrophe que subit la Russie en Ukraine. On a l'impression que les Ukrainiens, ils ont dépassé même les frontières, qu'ils avancent vers Moscou. Toutes les informations ou la propagande, soyons pour dire les choses comme elles sont. Euh, parlons du démantèlement ou de l'effondrement, démembrement de la Russie, l'effondrement de son économie, la révolte de son peuple, et puis aussi les questions militaires et ainsi de suite. Et il y a le rapport du FMI qui a complètement détruit, mis en brèche toute cette propagande en montrant que la Russie avait une croissance plus que toute l'Union européenne et qu'elle avait brillamment passé la question du scénario catastrophe de l'effondrement de son économie. Et sur les questions de la guerre, je crois que les fuites qui ont été données dernièrement dans les documents secrets de la CIA et qui parlent d'une armée ukrainienne complètement anéantie, qui n'a aucun moyen, voilà, montre les choses. Et c'est ce que nous avons dit depuis le début. Mais malheureusement, comme vous le notez à juste titre, silence radio dans les médias occidentaux, pas un mot, comme si ce n'est pas une information qui a Ben complètement oui, mis en brèche. maintenant on est en guerre de quatrième génération, si vous permettez, M. Kamel. C'est qu'on est en guerre de quatrième génération et les guerres de quatrième génération, c'est la désinformation, c'est l'intox, c'est le monopole de l'information. Et c'est de bonnes guerres, hein, donc il faudrait les comprendre aussi. Mais je ne pensais pas que j'arriverais à voir en Europe, eux qui nous donnent toujours des leçons de liberté d'expression, de liberté de la presse, interdire des médias parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Ça, je ne pensais pas dans ma vie pouvoir le voir un jour, surtout en Europe. Mais malheureusement, D'accord, c'est arrivé d'accord. et on vient de découvrir que ces principes de droits de l'homme, ces principes de liberté, c'est uniquement fait pour menacer l'Afrique, pour s'ingérer dans les affaires africaines, surtout. Mais ça ne les regarde pas, c'est juste des mots qu'ils utilisent pour donner des leçons à l'Afrique. Mais en Merci. réalité, eux-mêmes, ils ne respectent pas ces principes. Portar Saïd Bedioni, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la nécessité d'une industrie militaire africaine en synergie avec l'économie civile, ses enjeux et ses effets positifs sur le développement en général. Alors, j'espère vous retrouver. J'espère que ce ne sera pas la première et la dernière fois. Vous retrouver dans les quelques Moi, je l'espère. semaines à Je venir l'espère. dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très Et bientôt. puis, à travers vous, je salue tous nos frères africains et je suis fier d'appartenir à ce continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.